Le jour où mon frère m'a chassé de ma propre maison, il pleuvait. Pas beaucoup. Juste assez pour que mes vêtements soient mouillés quand il achetait mes affaires dans la rue. Devant tout le monde. Les voisins regardaient depuis leurs fenêtres. Certains avaient ouvert leurs portes. Et lui, Théodore, mon petit frère, se tenait là, sur le pas de la porte, les bras croisés, comme si j'étais une étrangère qui n'avait rien à faire là. J'avais 58 ans ce jour-là. Et je portais dans mes mains une vieille valise beige que j'avais achetée à Dakar 20 ans plus tôt, quand je rêvais encore que ma vie serait différente. Je m'appelle Aminata Diallo. Et ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire de la semaine la plus humiliante de ma vie et de ce qui s'est passé juste après. Parce que ce qui s'est passé après, je n'aurais jamais pu l'inventer. Je suis arrivée en France à l'âge de 22 ans, depuis Saint-Louis, au Sénégal. Je n'avais presque rien. Une enveloppe avec un peu d'argent que ma mère m'avait donné, un carnet d'adresses plié en deux et une volonté qui, à l'époque, ne connaissait pas encore la fatigue. Je me suis installée à Lyon, dans le quartier de la Guillotière, où vivaient déjà quelques familles sénégalaises. Les premières années ont été difficiles, comme les premières années le sont toujours pour ceux qui arrivent de loin avec rien dans les poches. J'ai dormi dans des chambres partagées. J'ai mangé des repas préparés dans des cuisines communes. J'ai appris le français avec des cahiers achetés au marché aux puces. Et j'ai travaillé. J'ai travaillé comme aide à domicile, chez des personnes âgées, des gens qui avaient besoin qu'on les aide à se lever le matin, à se laver, à manger. Des gens que leur propre famille ne venait pas toujours voir. Je les soignais avec patience, avec respect, parce que ma mère m'avait appris que les personnes âgées portent une sagesse que les jeunes n'ont pas encore. Et ces années-là, ces longues années à m'occuper des autres, m'ont appris quelque chose que je n'ai compris que bien plus tard. Qu'on peut tout perdre et que ce qu'on a donné reste quand même quelque part. Pendant 15 ans, j'ai mis de l'argent de côté. Pas beaucoup chaque mois, parfois très peu. Il y avait des mois où je devais choisir entre réparer mes chaussures et mettre quelque chose à la banque, et je choisissais la banque. Il y avait des hivers où je gardais le chauffage au minimum pour économiser sur les charges. Il y avait des étés où je ne partais pas en vacances, quand mes collègues prenaient l'avion pour aller voir leur famille. Et puis, à 40 ans, j'ai acheté un appartement. 2 pièces et une cuisine, au 3e étage d'un immeuble de la rue Moncey, dans le 2e arrondissement de Lyon. Ce n'était pas grand, mais c'était à moi, vraiment à moi, avec mon nom sur les papiers, mes mains sur les murs et mes années de travail dans chaque dalle du sol. Le jour où j'ai signé chez le notaire, j'ai pleuré dans le couloir, toute seule, avant de rentrer. Pas de tristesse, de soulagement. Parce que pour quelqu'un qui vient de loin, avoir un chez-soi, c'est avoir une preuve que l'on existe. J'ai vécu dans cet appartement pendant 18 ans. J'y ai planté mes habitudes. Mon café du matin à la même heure, mes épices alignées sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, mes photos accrochées dans le couloir, ma plante verte près du radiateur du salon. J'avais mes voisins, mes commerçants, ma boulangère qui savait que je prenais une baguette tradition et 2 croissants le samedi. J'avais ma vie, petite peut-être, mais à moi. Et dans cette vie-là, je n'étais redevable de rien à personne. C'est dans cet appartement que j'ai accueilli Théodore quand il est arrivé de Dakar, 17 ans plus tard. Il avait 31 ans. Il n'avait pas de travail, pas de logement, pas de papier en règle. Il est venu frapper à ma porte un soir de novembre avec une seule valise et des yeux épuisés. Derrière lui, il avait laissé au Sénégal une vie qui ne marchait pas, une tentative de commerce qui avait échoué, des dettes que je n'ai appris que bien plus tard. Je n'ai pas hésité, je lui ai ouvert. C'est ma famille, c'est mon sang. Et même si nos relations n'avaient jamais été simples, même si notre enfance avait laissé des cicatrices que ni lui ni moi n'avions jamais vraiment regardées en face, je lui ai dit ce soir-là, « Entre, tu as une chambre ici. » Ce n'était pas grand. Il dormait dans le salon, sur un canapé que j'avais transformé en lit avec des draps propres et un oreiller neuf. Mais il avait un toit, et il avait quelqu'un pour l'aider à comprendre comment les choses fonctionnaient ici. Les premières semaines, il était reconnaissant. Il m'aidait avec les courses. Il préparait le riz quelquefois. Il disait merci quand je rentrais le soir et que le dîner était prêt sur la table. Je me souviens de ces moments avec une tendresse qui fait mal maintenant, parce que je sais ce qu'il cachait. Peu à peu, les choses ont changé. Théodore a trouvé un travail dans le bâtiment, grâce à un ami que j'avais contacté pour lui. Il a régularisé sa situation avec l'aide d'une association que je lui avais indiquée. Une association où je connaissais quelqu'un qui pouvait accélérer les choses. Il a commencé à sortir le soir,
à rentrer tard, à parler de projets dont je ne faisais pas partie. Et puis un jour, il m'a présenté une femme. Elle s'appelait Nathalie, française de Bretagne. Cheveux courts, regard vif. Elle n'était pas désagréable au premier abord, souriante même. Mais quelque chose dans la façon dont elle regardait l'appartement la première fois qu'elle est entrée m'a mis mal à l'aise. Ce n'était pas un regard de curiosité, c'était un regard d'évaluation. Je ne veux pas être injuste. Nathalie n'était peut-être pas ce que j'ai cru, peut-être que j'avais tort de me méfier. Mais ce que je sais avec certitude, c'est que les choses ont commencé à glisser dès qu'elle est entrée dans ma vie. Théodore ne me parlait plus de la même façon. Il haussait les épaules quand je lui faisais une remarque. Il répondait par des sourires courts qui ne voulaient rien dire. Et un soir, alors que je rentrais du travail épuisée après une longue journée, j'ai entendu Nathalie dire depuis la cuisine, d'une voix qui ne cherchait pas à être discrète, « Tu ne peux pas rester coincé ici indéfiniment, Théo. Il te faut un vrai chez toi, quelque chose à toi, pas chez ta sœur. » J'ai marqué un arrêt dans le couloir. J'ai posé mon sac par terre. J'ai attendu la réponse de mon frère. Il a dit « Tu as raison. » Et c'est tout. Pas d'hésitation, pas de correction, juste « Tu as raison. » Ce soir-là, j'ai mangé seul devant la télévision. Je n'ai rien dit, mais quelque chose s'était fissuré dans ma poitrine et je savais que ça ne se refermerait pas facilement. Les semaines suivantes ont été une leçon de ce que la proximité peut faire de pire. Nathalie a commencé à amener ses affaires dans l'appartement sans me demander. D'abord une valise, qu'elle a laissée dans le couloir d'entrée sans un mot, puis des vêtements dans la penderie que j'utilisais pour mes manteaux, puis une plante verte sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, là où je gardais mes épices depuis 18 ans. Un matin, j'ai trouvé mes épices déplacées sur l'étagère du haut, hors de ma portée, comme si l'ordre de ma cuisine ne comptait pas. Je ne disais rien. Je me disais que j'étais trop sensible, que c'était ma famille, que bientôt ils partiraient et que j'aurais de nouveau mon espace, mon silence, mes matins à moi. Mais ils ne partaient pas. Un mardi matin, alors que je prenais mon café avant d'aller travailler, Théodore s'est assis en face de moi. Il avait un visage que je ne lui connaissais pas, fermé, résolu. Il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit, d'une voix presque trop calme, comme quelqu'un qui a répété sa phrase avant de la dire. « Aminata, Nathalie et moi, on a décidé de rester ici définitivement. Cet appartement est grand pour une personne seule. Il serait mieux pour toi de trouver quelque chose de plus adapté. Un studio, par exemple. On peut t'aider pour les premières dépenses. » J'ai posé ma tasse. J'ai regardé la table pendant 2 secondes. Puis j'ai levé les yeux vers lui. J'ai dit « De quoi tu parles, Théodore ?» Il a dit « Tu sais très bien de quoi je parle. Sois raisonnable. » J'ai dit « Cet appartement est à moi. Je l'ai acheté avec mon argent. Mon nom est sur les papiers. Il n'y a pas de discussion. » Il a dit « Les choses changent. On a des projets, Nathalie et moi. On veut fonder une famille. Il nous faut de l'espace. Et honnêtement, tu vis seule depuis des années. Tu n'as pas besoin de tout ça. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Cet appartement, je l'avais payé avec 15 ans d'économie, avec des nuits sans dormir, avec des sacrifices que lui n'avait jamais vus parce qu'il n'était pas là quand je les faisais. Et là, il me parlait comme si j'étais une locataire encombrante dans ma propre maison. J'ai dit une dernière fois, je n'irai nulle part, Théodore. Il a dit, on en reparlera. Il n'y a pas eu de reparler. Il y a eu autre chose. 3 jours plus tard, un vendredi soir, je suis rentrée du travail et j'ai mis ma clé dans la serrure. Elle ne tournait pas. J'ai essayé encore. Rien. La serrure avait été changée pendant la journée, pendant que j'étais au travail. J'ai frappé. Théodore a ouvert. Derrière lui, Nathalie attendait, les bras croisés, les yeux froids. Et lui, mon frère, que j'avais logé, nourri, aidé depuis le premier jour, m'a dit d'une voix que je ne lui avais jamais entendue, une voix dure comme du bois sec, « Tes affaires sont dans la valise dans le couloir. Il vaut mieux que tu partes maintenant. » Ce soir. Sur le palier, quelques voisins avaient entendu. Madame Courcelles, du 4e, regardait depuis sa porte entr'ouverte. Le jeune homme du 2e, Julien, s'était arrêté dans l'escalier. Et dehors, dans la rue mouillée, des gens passaient sous leur parapluie sans savoir qu'à cet instant, une femme de 58 ans perdait tout ce qu'elle avait construit. Théodore a sorti ma valise dans le couloir. Il m'a dit « Elle contient tes vêtements et tes papiers importants. Le reste, on s'en occupera. » Je suis restée immobile pendant une longue seconde. Quelque chose s'est passé en moi que je ne saurais pas bien décrire. Ce n'était pas de la colère, pas encore.
C'était un silence intérieur total, comme quand une lumière s'éteint d'un coup et que les yeux cherchent encore dans le noir. Puis j'ai pris la valise. J'ai regardé mon frère dans les yeux, longtemps, sans dire un mot. Et quand j'ai enfin parlé, c'est sorti très doucement, sans crier, sans trembler. « Tu vas regretter ça, Théodore. Pas parce que je vais me venger, parce que la vérité se montre toujours, dans une façon ou dans une autre. » Il a fermé la porte. J'ai entendu le verrou claquer. Et je suis descendue dans la rue avec ma valise beige. Je n'avais nulle part où aller ce soir-là. J'avais des amis, bien sûr, des gens de confiance. Mais appeler quelqu'un pour dire « Mon frère m'a jeté dehors, j'ai besoin d'un lit pour ce soir », c'est quelque chose que la fierté rend difficile. Pas impossible, difficile. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de tram, sous la pluie légère. Je me suis assise sous l'abri, ma valise entre mes jambes. Et pendant un long moment, j'ai regardé les gouttes de pluie glisser sur le béton sans penser à rien. Ou plutôt, en pensant à tout en même temps, ce qui revient presque au même. Puis j'ai appelé Fatoumata. Fatoumata était mon amie depuis 20 ans. Elle est arrivée du Mali bien avant moi. Elle s'est installée dans le quartier des Pentes de la Croix-Rousse avec ses 3 enfants et une détermination qui force le respect. Elle a un appartement dont elle est fière parce qu'elle l'a gagné elle aussi à la force de ses mains. Quand elle a entendu ma voix ce soir-là, elle a su. Elle n'a pas posé de questions inutiles. Elle n'a pas dit « je te l'avais dit » ou « tu aurais dû réagir plus tôt ». Elle m'a dit « prends le tram numéro 1, descends à Croix-Paquet, je suis en bas dans 20 minutes ». Et elle était là, avec son manteau vert, un parapluie à la main et une expression sur le visage qui disait « tu es en sécurité maintenant ». Les premiers jours chez Fatoumata ont été étranges. Je ne dormais pas bien. La nuit, les bruits de l'immeuble me réveillaient. Un tuyau qui claquait, une porte qui fermait, les pas du voisin du dessus, et à chaque réveil, pendant une fraction de seconde, j'oubliais où j'étais. Et puis la réalité revenait, et avec elle tout le poids de ce qui s'était passé. Elle était généreuse, bien sûr. Elle me nourrissait, elle me laissait utiliser sa salle de bain, elle ne me posait pas de questions que je n'étais pas prête à affronter. Mais dormir chez quelqu'un d'autre quand toute ta vie tu as eu ton propre espace, c'est une humiliation silencieuse que les mots n'atteignent pas bien. Chaque matin, je me réveillais dans un lit qui n'était pas le mien, dans une chambre qui ne sentait pas comme la mienne, et je pensais à mon appartement rue Moncey, à mes épices, à mon café du matin dans ma propre cuisine, à ma plante verte près du radiateur, et je serrais les dents. Le 2e jour, j'ai appelé une avocate, Maître Dubois, recommandée par une collègue. Elle m'a écouté avec attention. Elle m'a demandé si j'avais tous mes papiers. J'ai dit oui. J'avais pris les documents de propriété dans la valise, presque par instinct, comme si une partie de moi savait ce qui allait se passer. Elle m'a dit, d'une voix posée, « Madame Diallo, dans ce cas, vous avez tous les droits. Votre frère n'a aucun titre juridique sur cet appartement. Nous pouvons engager une procédure d'expulsion, mais les délais sont longs. Ça peut prendre plusieurs mois. » Plusieurs mois. Ce mot a résonné dans ma tête comme une sentence. Le 3e jour, Théodore a appelé. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal. Il disait d'un ton qu'il voulait raisonnable. « Aminata, sois réaliste. Tu ne vas pas tout compliquer pour 2 pièces. On peut trouver un arrangement. Je connais quelqu'un qui loue un studio pas cher du côté de Vèze. Ce n'est pas la fin du monde. » Je n'ai pas rappelé. Mais le soir, assise dans la cuisine de Fatoumata, à boire un thé que je n'avais pas envie de boire, quelque chose de lourd pesait dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement la situation juridique, pas seulement la fatigue. C'était la réputation. Dans notre communauté, les gens parlent. Et je savais que l'histoire circulait déjà. Certains compatissaient, bien sûr. Mais d'autres, j'en étais convaincue, pensaient que j'avais dû faire quelque chose de mal pour mériter ça. Parce que c'est comme ça que ça marche parfois. La femme qui souffre doit toujours expliquer pourquoi elle souffre, comme si la souffrance était une faute. Le 4e jour, la voisine du palier de Fatoumata, Sandrine, m'a croisée dans le couloir. Elle revenait du marché avec ses sacs de courses, ses clés encore à la main. Elle m'a regardée avec ce regard particulier qu'on réserve aux gens qu'on plaint un peu trop. Elle m'a dit, avec une gentillesse maladroite qui faisait plus mal qu'une insulte, « J'ai entendu ce qui s'est passé. C'est terrible. Mais parfois, accepter, ça libère, non? Un petit studio, ça peut être très agréable. Et vous seriez tranquille. » J'ai souri. J'ai dit « Merci pour votre avis, Madame Sandrine. » Et je suis rentrée dans la chambre sans rien ajouter. Mais derrière la porte fermée, j'ai appuyé mon dos contre le mur et je suis restée là, debout, les yeux fermés, à respirer lentement.
Il y a des moments où ce n'est pas la grande douleur qui brise. Ce sont les petites remarques bien intentionnées, celles qui supposent que vous devriez accepter, que votre vie vaut moins, que votre combat ne vaut pas la peine d'être mené. Le 5e jour, j'ai commencé à douter. Pas du fait que j'avais raison. De ça, je n'avais aucun doute. Mais de ma capacité à tenir. La procédure juridique prenait du temps. Je ne pouvais pas rester indéfiniment chez Fatoumata. Et le poids de tout ça, la fatigue, les regards, les chuchotements, commençait à peser d'une façon que je ne contrôlais plus tout à fait. Je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain ce soir-là et je ne savais pas très bien qui j'étais. Une femme qui avait tout construit. Une femme à qui on avait tout pris. Les deux en même temps. Et pourtant, quelque chose au fond de moi résistait encore. Quelque chose que les années d'exil, les hivers sans chauffage et les nuits de garde avaient forgé dans ma chair. Une certitude silencieuse. Ce n'était pas fini. Je pensais à ma mère. Elle était morte depuis 7 ans. Mais je lui parlais encore parfois, dans ma tête, quand les choses devenaient trop lourdes pour être portées seule. Je lui ai demandé ce soir-là ce qu'elle aurait fait. Je n'ai pas entendu de réponse. Juste le bruit de la ville dehors, les phares d'une voiture qui traversait le mur et quelque part dans la rue, l'écho d'un rire d'enfant. Mais ce que je ne savais pas encore, ce 5e soir, c'est que le lendemain matin, quelqu'un allait frapper à la porte de Fatoumata. Et que cette personne, que je n'attendais pas, allait tout changer d'une façon que je n'aurais jamais imaginée dans mes rêves les plus fous. Parce que parfois, la vie ne se contente pas de rendre la justice. Elle la rend devant tout le monde. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé le 6e jour et comment cette semaine d'humiliation s'est transformée en quelque chose que personne dans ma rue n'a oublié, continuez à m'écouter. La suite, c'est là que tout commence vraiment. Le 6e matin, je n'avais pas dormi. Je me suis levée avant l'aube, je suis allée dans la cuisine de Fatoumata et j'ai fait chauffer de l'eau pour un café que je n'ai pas bu. Je regardais par la fenêtre les toits de la Croix-Rousse dans la lumière grise du petit matin. C'était un mercredi. Je m'en souviens parce que le marché de la place de la Croix-Rousse se tenait ce jour-là et que j'entendais déjà les premiers camions des marchands décharger leurs caisses dans la rue. À 8h20, on a sonné à la porte. Fatoumata dormait encore. Je suis allée ouvrir. Devant moi se tenait un homme que je ne reconnaissais pas immédiatement. Grand, la soixantaine, vêtu simplement d'un manteau gris, les cheveux blancs coupés courts. Il tenait un chapeau à la main, comme les gens qui font ça quand ils veulent montrer qu'ils viennent en paix. Il m'a regardé et il a dit « Vous êtes bien, Madame Aminata Diallo ?» J'ai dit « Oui. Qui êtes-vous » Il a dit « Je m'appelle Bernard Lafontaine. Vous ne vous souvenez peut-être pas de moi, mais moi, je ne vous ai jamais oublié. » J'ai regardé cet homme pendant quelques secondes. Et puis quelque chose a bougé dans ma mémoire. Une image ancienne. Une nuit d'hiver, il y avait peut-être 12 ans. Un homme âgé, seul dans un appartement du 8e arrondissement, que je soignais à l'époque comme aide à domicile. Son fils qui était venu un soir, visiblement perdu, épuisé, les yeux rouges. Je lui avais fait du thé. Je l'avais écouté pendant 2 heures parler de son père malade, de sa famille dispersée, de sa peur de tout perdre. Je lui avais donné le numéro d'un médecin que je connaissais. Je lui avais dit que son père n'était pas seul. Et le lendemain matin, j'avais trouvé une enveloppe sous la porte avec une somme d'argent que j'avais refusée et renvoyée par courrier sans laisser d'adresse. Je l'ai regardé et j'ai dit « Le fils de Monsieur Lafontaine ». Il a souri. Il a dit « Lui-même. Vous m'avez sauvée cette nuit-là, Madame Diallo. Et mon père aussi. J'ai mis des années à vous retrouver. » Il est entré. Fatoumata s'était levée entre-temps. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte de sa chambre avec un regard qui cherchait à comprendre. Bernard Lafontaine s'est assis à la table de la cuisine et il m'a tout expliqué. Après cette nuit-là, son père avait vécu encore 4 ans, bien entouré, en paix. Lui avait redressé ses affaires, développé son entreprise et était devenu aujourd'hui à la tête d'un groupe immobilier implanté dans toute la région. Il avait gardé mon nom quelque part dans sa tête, dans un endroit où on garde les dettes qu'on n'a jamais pu rembourser. Et quelques jours plus tôt, un vieux contact commun lui avait raconté ce qui m'était arrivé, ce que mon frère avait fait. La valise dans le couloir, la pluie. Il m'a regardé et il a dit « J'ai appris hier que votre frère occupe illégalement votre appartement. Mes avocats sont déjà sur le dossier. Si vous l'acceptez, nous pouvons obtenir une ordonnance d'expulsion en référé dans les 48 heures.
Et d'ici là, je mets à votre disposition un appartement dans le 2e arrondissement. Vide, propre. Vous pouvez y aller aujourd'hui. Fatoumata a posé sa main sur ma main. Je n'ai pas pleuré tout de suite. Ça m'est venu plus tard, dans la voiture, quand on traversait le pont Lafayette et que je voyais la Saône briller sous le soleil de février. Là, j'ai pleuré. Pas de désespoir, de quelque chose que je n'avais pas de nom pour nommer à ce moment-là, mais que je reconnais aujourd'hui, la grâce. 2 jours plus tard, un huissier a frappé à la porte de mon appartement rue Moncey. Théodore a ouvert. Il ne comprenait pas. Nathalie non plus. Les papiers étaient clairs. L'ordonnance était signée. Ils avaient 72 heures pour partir. Madame Courcelles, du 4e, a tout vu depuis le couloir. Julien, du 2e, aussi. Théodore m'a appelé ce soir-là. Je n'ai pas répondu. Il m'a rappelé le lendemain. Je n'ai pas répondu. Le surlendemain, il a laissé un message. Sa voix n'était plus dure. Elle était petite. Il disait « Aminata, je suis désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Pardonne-moi. J'ai écouté le message 3 fois. Et puis je l'ai effacé. Pas par haine, parce que certaines portes, quand elles se ferment, ne se rouvrent pas tout de suite. Et c'est bien ainsi. Je suis rentrée chez moi un vendredi matin. Mes épices étaient encore sur l'étagère du haut. Je les ai remises sur le rebord de la fenêtre, là où elles avaient toujours été. J'ai fait du café. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai regardé la rue Moncey se réveiller, comme elle se réveillait depuis 18 ans. Sans moi, mais pour moi. Ce que j'ai appris cette semaine-là, c'est que le bien qu'on fait ne disparaît pas. Il dort quelque part. Et un matin, quand on en a le plus besoin, il revient frapper à la porte. Si vous aussi, vous avez tenu debout après une injustice, écrivez « justice rendue » dans les commentaires, parce que vous n'êtes pas seul. Je suis restée assise là, dans ma cuisine, pendant longtemps. Le café refroidissait dans la tasse, et je pensais à toutes ces années, à toutes les nuits où j'avais tenu seule. À tous les matins où je m'étais levée sans être sûre que ça en valait la peine et où je m'étais levée quand même. Parce que c'est ça la vraie force. Ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de se lever encore une fois de plus que le nombre de fois qu'on tombe. Bernard Lafontaine m'a envoyé un message quelques jours plus tard. Il me demandait si tout allait bien. Je lui ai répondu « Oui, je suis chez moi ». C'était la phrase la plus simple et la plus lourde que j'avais écrite depuis longtemps. Théodore et Nathalie ont trouvé un appartement à Vaux-en-Velin. Je l'ai appris par une cousine commune, pas par lui. On ne s'est pas reparlé depuis. Peut-être qu'un jour on se reparlera, peut-être pas. Il y a des fractures que le temps répare, et d'autres que le temps laisse ouvertes, non pas pour faire mal, mais pour rappeler où se trouvent les limites. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que j'ai eu raison de ne pas céder. Pas parce que j'ai gagné, mais parce que céder aurait été trahir tout ce que j'avais construit. Cette femme de 22 ans arrivée de Saint-Louis avec rien mérité mieux. Et j'étais cette femme.